Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un exercice sur l'asservissement. L'exercice est le suivant. La réponse indicielle ou échelon unitaire d'un processus a donné le résultat ci-dessous. Le résultat a été compilé sur ce graphe, c'est-à-dire lorsqu'en entrée, on a un échelon unité et on a une fonction de transfert. En sortie, on a ce résultat. Voici les questions posées. La première question nous demande de déterminer l'ordre et la forme canonique de la fonction de transfert qui permet d'avoir cette réponse. La deuxième question, on nous demande de déterminer l'intervalle de variation du facteur d'amortissement M. La troisième question, on nous demande le gain statique K. La quatrième question, nous allons déterminer le premier dépassement. Il s'agit de cet intervalle. La cinquième question, le facteur d'amortissement. Vu qu'à la deuxième question, nous avons déterminé l'intervalle, il est question maintenant d'être plus précis et de déterminer le facteur d'amortissement M. À la sixième question, la pulsation propre du système noté oméga 0. Et enfin, à la septième question, la fonction de transfert et la simulation. C'est-à-dire, on nous demande de déterminer en fait la fonction de transfert du système et d'effectuer une simulation. Nous allons utiliser ici pour la simulation le logiciel MATLAB, la partie Simulink, qui est une partie liée à la simulation des diagrammes blocs. Sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de cet exercice. À la première question, on nous demande l'ordre et la forme canonique de la fonction de transfert. Lorsqu'on regarde le système, lorsqu'on regarde la réponse, selon la morphologie, on constate qu'on a un point d'inflexion au départ et du moins on a une concavité tournée vers le haut au départ, une légère concavité tournée vers le haut et une concavité tournée vers le bas par la suite. Cela signifie qu'il y a un point d'inflexion. Il s'agit donc d'un système de second ordre. Le système, la fonction de transfert est une fonction de transfert de second ordre. On nous demande la forme canonique. La forme canonique de la fonction de transfert de second ordre est la suivante. H de j oméga est égal K sur 1 plus 2m j oméga sur oméga 0 plus j oméga sur oméga 0 au carré. Ici, oméga 0 est la pulsation propre. M est le facteur d'amortissement dont on nous demande l'intervalle à la question 2. Nous pouvons aussi mettre la forme canonique de la fonction de transfert comme ceci. H de P égale K sur 1 plus 2m P sur oméga 0 plus P carré sur oméga 0 carré. Avec P est égal à J oméga. Voici la forme que nous allons utiliser. À la deuxième question, on demande l'intervalle de variation du facteur d'amortissement M. C'est ce facteur d'amortissement. Pour trouver l'intervalle de variation du facteur d'amortissement, nous allons faire un petit rappel pour un système, pour une réponse indicielle d'un système. Lorsque nous avons un système dont la valeur permanente, ou bien un système qui répond à une échelon unité, nous pouvons avoir trois formes de courbes de réponse en fonction de la valeur du facteur d'amortissement M. La première forme, lorsque M est compris entre 0 et 1, nous avons cette forme-ci qui oscille puis s'annule. Donc il s'agit des un système, du moins nous sommes en régime oscillant amorti. Il s'agit d'un régime d'oscillation amorti ou encore appelé pseudo-périodique. Lorsque M est compris entre 0 et 1, nous sommes en régime pseudo-périodique. Deuxième cas, lorsque M est égal à 1, nous avons un régime amorti ou critique.
Là, il n'y a pas d'oscillation. La courbe de réponse ne traverse pas la consigne. Puis, lorsque m est supérieur à 1, nous avons un régime apériodique ou suramorti. Pour notre cas, pour notre exercice, on constate que la réponse ressemble à la courbe en rouge. Cela signifie que nous sommes en régime pseudo-périodique. Et donc, la réponse est, du moins la réponse à la question est, m doit être compris entre 0 et 1. Nous passons à l'étude de ce genre de système où m est compris entre 0 et 1. Donc, nous allons étudier le système pseudo-périodique pour pouvoir répondre aux autres questions, c'est-à-dire déterminer le gain statique, la fréquence propre, le facteur d'amortissement. Pour rappel, lorsqu'on a un système dont la réponse est donnée en rouge, c'est-à-dire nous sommes en régime pseudo-périodique avec un système d'ordre 2. La valeur permanente est appelée S infini. C'est égal à K fois E0. Où K ici représente le gain statique dont nous allons déterminer. Et E est l'amplitude de l'échelon. Lorsqu'on parle d'échelon unité, E c'est 1. On peut aussi parler d'échelon d'ordre 2, échelon d'ordre 3. Dans ce cas, E sera 3. Échelon d'ordre 10, E sera 10. Mais pour un système dont E est l'ordre de l'échelon, K est le gain statique, la valeur permanente est S infini qui est égal à K fois E, 0. C'est-à-dire si on calcule la limite en plus l'infini, la limite lorsque t tend vers plus l'infini de S de t, on va obtenir S infini qui est égal à K fois E0. Puisque M est inférieur ou M est compris entre 0 et 1, nous avons un dépassement. La courbe dépasse la valeur permanente d'abord. Donc, la courbe atteint une valeur maximale qu'on va appeler S max. Le dépassement est la différence entre S max et la valeur permanente S infini. Mais ici, on parle de dépassement relatif. D. C'est cette différence relative entre S max et S infini. Lorsque la courbe atteint la valeur maximale, on trouve le dépassement. Ce dépassement est calculé à un temps de dépassement, TD. Ainsi, puisque nous sommes en régime pseudo-périodique, on peut définir dans la pseudo-période qui est la différence entre deux maximums consécutifs de la courbe. Il existe une relation entre TD, qui est le temps de dépassement, et TP, qui est la pseudo-période. Cette relation est TD est égal à TP sur 2. Pour déterminer S infini, du moins pour déterminer le gain statique K, nous allons d'abord trouver S infini par identification à cette courbe. Donc lorsqu'on prend notre réponse, on va identifier en lisant le graphe la valeur de S infini. Lorsqu'on trouve la valeur de S infini, puisqu'on connaît E0, alors pour déterminer K, on va appliquer la formule K est égal à S infini sur E0. Nous avons dit que S infini c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de S de t. Ou alors dans le domaine de la place, la limite lorsque P tend vers 0 de P fois S de P. La quatrième question, pour déterminer le premier dépassement D, il s'agit d'un dépassement relatif, nous allons appliquer la formule S max moins S permanent ou S infini sur S infini, c'est-à-dire valeur maximale moins valeur de référence sur valeur de référence. Ce dépassement peut se calculer aussi en pourcentage. Il suffit de prendre valeur maximale moins valeur de référence sur valeur de référence fois 100. Cela va nous permettre de calculer le premier dépassement. Pour la question 5, on demande de calculer le facteur d'amortissement. Pour trouver le facteur d'amortissement,
lorsqu'on a déjà trouvé le dépassement, on applique la formule empirique. D, du moins ce D en pourcentage, le dépassement en pourcentage, c'est encore égal à 100 fois exponentielle de moins pi m sur 1 moins m au carré, où m est le facteur d'amortissement à déterminer. Puisqu'on a déjà déterminé le dépassement en utilisant cette formule après S max moins S infini sur S infini fois 100, on utilise dans ce dépassement pour déterminer m, puisqu'ici m c'est la seule variable. À la question 6, où il sera question de déterminer la pulsation propre du système oméga 0. Nous allons utiliser la formule pulsation propre. Pour déterminer la pulsation propre, nous allons utiliser la formule TD, c'est-à-dire le temps de dépassement, qui est encore égal à TP sur 2, c'est-à-dire la pseudo-période divisée par 2. C'est égal à pi sur oméga 0, racine de 1 moins m au carré. De cette formule, nous allons tirer oméga 0 en fonction de TD. TD va se lire graphiquement sur la courbe. M a été calculé à la question précédente en utilisant le dépassement, sachant que le dépassement a été calculé en utilisant x max S infini. Donc de cette formule, nous allons tirer oméga 0 qui est la pulsation propre du système. Si nous avons compris comment résoudre cet exercice, nous allons donc passer à la résolution proprement dite. Nous revenons à notre système. Voici la courbe que nous avons reçue en exercice. Voici notre réponse indicielle. De cette réponse, nous pouvons identifier S infini. On voit que S infini c'est 5. C'est-à-dire lorsque le temps tend vers plus l'infini, la courbe tend vers 5. Nous pouvons aussi identifier la valeur maximale. On voit que la valeur maximale est 5,81 environ. Il s'agit d'une valeur approchée. Le dépassement D est cette différence relative. Et le temps de dépassement peut aussi être identifié. Lorsqu'on, par lecture graphique, on trouve un temps de dépassement d'environ 3,6 secondes. Nous allons utiliser ces paramètres pour répondre aux différentes questions, c'est-à-dire déterminer le gain statique, déterminer la fréquence propre et déterminer le facteur d'amortissement et trouver la fonction de transfert. Nous retournons donc que pour notre système, S infini c'est 8, S max c'est 5,81 et TD c'est 3,6 secondes. Nous allons passer au calcul analytique. Nous relevons ces valeurs dont nous avons trouvé S infini 5, S max 5,81 et TD 3,6 secondes. Nous répondons dans la troisième question, le gain statique K. Nous avons vu que S infini c'est égal à K fois E0. Cela signifie que K est égal à S infini sur E0. Or, nous sommes en échelon unité. Cela signifie que E0 est égal à 1. On obtient donc K est égal à 5 sur 1, c'est-à-dire 5. Notre système a un gain statique de 5. La prochaine question, le premier dépassement D. Nous avons vu que nous calculons le dépassement relatif en pourcentage. D en pourcentage est égal à S max moins S permanent sur S permanent fois 100. En remplaçant S max, S permanent par leur valeur, on obtient un dépassement en pourcentage égal à 5,81 moins 5 sur 5 fois 100. On obtient un dépassement de 16,2%. À la prochaine question, le facteur d'amortissement M. Nous utilisons la formule du dépassement. On sait que le dépassement en pourcentage c'est égal à 100 fois exponentielle moins pi m sur racine carrée de 1 moins m carré. À partir de cette formule, m est l'inconnu puisque nous avons la valeur de D qui est 16,2%. Nous allons donc essayer de tirer m. Pour cela, nous envoyons d'abord le 100 de l'autre côté. Et puisque nous avons une fonction exponentielle, on va passer à ln. On aura donc moins pi m sur racine de 1 moins m carré.
est égal à ln du dépassement en pourcentage sur 100, c'est-à-dire ln de 16,2 sur 100. On obtient donc moins pi m sur racine de 1 moins m carré égale moins 1,82. On peut simplifier par pi. On simplifie aussi par moins. On aura m sur racine carrée de 1 moins m au carré est égal à 0,5797. On a tout simplement divisé 1,82 par pi. On obtient 0,5797. Pour déterminer m, on élève les deux termes au carré. On aura donc m au carré. En élevant le dénominateur au carré, la racine carrée part tout simplement. On aura m au carré sur 1 moins m au carré égale à 0,336. À partir d'ici, en faisant le produit de moins égal à produit des extrêmes et une petite simplification, on obtient 1,336 m au carré est égal à 0,336. À partir d'ici, on peut tirer m. On obtient m est égal à 0,5. On voit très bien que m est compris entre 0 et 1. Donc pour notre exercice, on obtient un facteur d'amortissement égal à 0,5 compris entre 0 et 1, comme nous avons vu précédemment. La prochaine question, la pulsation propre du système oméga 0. Nous avons déjà déterminé m. Nous avons identifié TD. Nous appliquons la formule TD est égal à pi sur oméga 0 racine de 1 moins m au carré. À partir d'ici, on tire oméga 0. Oméga 0 est égal à pi sur TD racine de 1 moins m carré. On remplace TD par sa valeur 3,6 et m au carré m par sa valeur 0,5. On obtient oméga 0 est égal à pi sur 3,6 racine carrée de 1 moins 0,5 au carré. Après calcul, on obtient oméga 0 sensiblement égal à 1 radian par seconde. Lorsque nous avons trouvé oméga 0, nous avons trouvé m. Nous avons trouvé le gain statique K. On peut reprendre à la prochaine question. Il s'agit de la fonction de transfert. Fonction de transfert et simulation. On commence par la fonction de transfert. Nous avons vu que la fonction de transfert, la forme générale ou la forme canonique de notre fonction de transfert était h de p égale k sur 1 plus 2mp sur oméga 0 plus p carré sur oméga 0 au carré. De cette formule, on remplace k, le gain statique, par sa valeur, c'est-à-dire 5. On remplace m, le facteur d'amortissement, par sa valeur, c'est-à-dire 0,5. On remplace oméga 0, la pulsation propre, par sa valeur, c'est-à-dire 1 radian par seconde. On obtient h de p égale 5 sur 1 plus 2 fois 0,5 facteur à p sur 1 plus p carré sur 1 au carré. Après simplification, on a la fonction de transfert définitive. H de p égale 5 sur 1 plus p au carré. Voici la fonction de transfert h de p égale à 5 sur p carré plus p plus 1 que nous avons obtenu. Nous allons vérifier par simulation dans MATLAB pour voir si cette fonction de transfert, en simulant cette fonction de transfert, en transformant la réponse indicielle, la réponse indicielle à un échelon unité, bien sûr, nous allons obtenir la courbe dont nous avons vu en exercice. Pour cela, nous rappelons que la courbe qui a été donnée en exercice est celle en bleu. De cette courbe, nous avons exploité les données. La valeur permanente S infini égale 5. La valeur maximale S max égale 5,81 qui est obtenue à un temps TD égale 3,6 secondes. En exploitant ces figures, du moins en exploitant ces données, nous avons obtenu H de P égale à 5 sur P carré plus P plus 1. Nous allons donc simuler ceci dans MATLAB pour voir si nous obtenons exactement la valeur maximale 5,81. En simulant cette fonction de transfert, on devrait, si on a trouvé, obtenir la valeur maximale 5,81. Cette valeur maximale obtenue à 3,6 secondes.
et la valeur permanente 5. Lors de la simulation, nous allons respecter les paramètres temporels, c'est-à-dire nous allons aller jusqu'à 12 secondes de simulation. Passons à la simulation de cette fonction de transfert. Les coefficients du numérateur, le coefficient du numérateur c'est 5. Les coefficients du dénominateur, devant p carré on a 1, devant p on a 1 et la constante c'est 1. Donc au numérateur on a 5, au dénominateur comme coefficient on a 1, 1, 1. Nous passons au logiciel MATLAB. Voici un système, voici du moins la forme générale des réponses indicielles. Nous sommes, je rappelle, dans MATLAB Simulink. Pour notre entrée, on a la fonction échelon unité. La valeur de E0 c'est 1, comme nous avons vu tantôt, puisqu'il s'agit d'une réponse à une échelon unité. La valeur de E0 c'est 1. Ok. La fonction de transfert est d'ordre 2. Le numérateur c'est 5. On va donc placer numerator coefficient. On met à 5. Au niveau du dénominateur, on a vu que les coefficients c'était 1, 1, 1. Donc on a déjà 1, 1. On ajoute encore 1. On valide. La fonction de transfert va directement se transformer pour donner ce qu'on avait, c'est-à-dire 5 sur p carré plus p plus 1. Ou alors 5 sur s carré plus s plus 1. Voici bien notre fonction de transfert que nous avons obtenue. Et on va essayer de simuler pour voir si on obtient la même courbe. Le temps de simulation, c'était 12 secondes. Donc, on va mettre 12 secondes. On va passer à la simulation. On double-clique sur notre oscilloscope. On voit que la courbe obtenue est celle donnée en exercice. On voit très bien que la courbe obtenue est celle donnée en exercice. Et pour vérifier cela, nous allons utiliser la règle. Je peux bien augmenter le temps de simulation pour qu'on voie encore mieux. Bon, ce temps est quand même trop grand. On va diminuer légèrement. On met à, disons, 20 secondes. On simule. On double-clique pour voir la courbe. Ok. Ce que nous allons faire, nous allons vérifier si nos paramètres sont les mêmes que la courbe donnée en exercice. Notamment, la valeur finale. On peut déjà identifier que la valeur finale, c'est-à-dire la valeur permanente, c'est 5. On peut identifier, voici 5. Nous allons donc vérifier si la valeur maximale, c'est 5,81 et correspondant à un temps de 3,6 secondes. Nous utilisons cette règle. On va utiliser dans la règle pour se positionner à la valeur maximale. D'abord, la valeur permanente. On voit que c'est 5. On peut lire le graphe 5,006 fois 10 puissance 0. C'est-à-dire c'est 5,006, c'est-à-dire 5. La valeur permanente c'est 5. La valeur maximale, c'est-à-dire S max. On se met S max. Voilà. On obtient cette valeur maximale environ 5,81. Donc, c'est exactement ce qu'on a obtenu. Exactement ce que l'exercice nous a donné. 5,81. Et cette valeur maximale a obtenu pour un temps T égale 3, ici on voit 605. Ça dit 3,605. Et nous avons travaillé avec 3,6. Il s'agit bien sûr des approximations. Donc, on constate que la fonction de transfert vérifie exactement, la fonction de transfert que nous avons trouvée vérifie la courbe qui a été donnée en exercice.
nous avons obtenu exactement la même courbe. Nous revenons donc à notre exercice. Donc nous avons obtenu cette courbe-ci. Voici un exercice d'entraînement à faire à la maison. La forme de la courbe est quasiment la même, mais les paramètres ont changé. Il s'agit ici de répondre aux mêmes questions et trouver finalement la fonction de transfert et effectuer la simulation. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de poser ces difficultés. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.